effectivement des collaborateurs du ministère, aussi bien des mines que du pétrole et des énergies. Donc, vraiment dire, l'interpellation de Eliman, c'était de dire, monsieur le ministre, vous allez réagir. Non, nous, on ne réagit pas. Parce que nous ne sommes pas dans une position défensive pour réagir. Techniquement, nous assumons une responsabilité. Je précise bien, le gouvernement présent, j'ai pris service moi le 11 mai 2024. Le 11 juin, 11 juillet, 11 août, 11 septembre, 11 octobre, je viens de faire 5 mois au ministère. On a conjugué la continuité de l'État. J'aurais bien aimé qu'on dise celui qui était là. Parce que le nouveau référentiel nous appelle à reconsidérer tout ce qui se passe. Et les conclusions que vous allez déposer, le référentiel sera présenté. Partant du référentiel qui sera présenté, chaque ministère sectoriel va s'approprier des éléments du référentiel qui concernent son département. Et les acteurs interpellés au fonctionnement du département donneront leurs inputs qui seront intégrés dans la définition des schémas d'action. Donc, vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans le wagon qui fait la présentation du référentiel. Donc, en mon sens, il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à cela. Ça, c'est un premier élément. Le second élément qui me semble extrêmement important, c'est qu'on a parlé des ressources, de la gestion des ressources, de l'accompagnement financier. Ça, j'en reviendrai parce que j'ai bien pris note de quelques interpellations sur lesquelles je ne réagirai pas, je donnerai une position qui n'est pas une position de défense, mais une position d'action pour le développement. Je reviendrai là-dessus tout de suite. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'un État qui arrive a une obligation de dire à sa nation ce qui existe. Et de dire, voilà où nous allons ensemble. On ne rentre pas dans une maison sans faire un état des lieux. Nous tous qui avons été une fois au moins locataires, avons fait l'état des lieux du domicile que nous louons. Le propriétaire, il a dit la peinture est dégradée, les fenêtres ne sont pas là, etc., etc. On en a fait une situation et quand on sort, il revient pour qu'on fasse la situation également. Mais c'est ça comme ça en état. Et aujourd'hui, voici la situation et la communication du gouvernement quelques jours passés ont donné des informations extrêmement utiles. Voilà pourquoi sur la question du financement, je reviendrai. Vous pensez, et moi quand j'ai entendu dans les développements les externalités positives ou les externalités négatives, je n'ai pas encore entendu depuis que je suis là. Bon, en tout cas, de tout ce qui se prononce sur les ressources pétrolières, gazières et minières, de quelqu'un qui ait parlé d'externalités positives. Honnêtement. Si vous avez des noms, dites-moi qui a parlé d'externalités positives. Je n'en ai pas entendu. Et aussi, je n'ai pas entendu de personne qui ait parlé d'externalités positives. Donc tout ce qu'on m'a dit, c'est externalité négative sur toute la ligne. Et moi, pour moi, la pertinence de l'analyse, c'est de faire, en tant qu'acteur, les analyses SWOT. Opportunité, menace, avantage, inconvénient. Il me semble que c'est la position la plus juste. Et on sait moi je ne dirais pas que tout ce qui a été fait est mauvais. Je ne le dirais pas. Et développer ces projets-là, si on ne les développe pas, on compte sur quoi? Le Sénégal est un pays qui ne produit aucune richesse malgré la richesse du pays. Le secteur tertiaire est plus développé que le secteur primaire. Je veux dire, le secteur primaire est plus développé que le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Et on ne transforme rien. L'État ne compte que sur des ressources fiscales payées par les citoyens, la pression fiscale importante, avec moins de contribuables pour avoir des ressources financières. Et dans le financement de l'économie d'un État, nous avons les contributions intérieures par la fiscalité, mais l'emprunt est une ressource de financement des actions publiques. Et dans les entreprises, même dans le privé qui fonctionne normalement, on interdit à une entreprise qui a des ressources propres de 1 milliard de financer son investissement avec ses propres 1 milliard. Ce n'est pas une qualité de gestion. Donc l'emprunt a un sens si c'est bien utilisé. Et ça,
la communication du gouvernement nous a suffisamment renseigné sur la mauvaise qualité de la gestion de l'emprunt. Et aujourd'hui, toutes les marges permises ont été franchies. Mais dites-moi, si développer une industrie minière, pétrolière et gazière, qui doit être utile, si réaliser la transition énergétique en utilisant les investissements solaires peuvent être financés par des privés sénégalais. 1 MWh coûte 1 milliard d'investissement. Vous installez une centrale de 200 mégas, c'est 200 milliards. Dites-moi, quel Sénégalais peut le financer? Nous avons ici au Sénégal des banques. Et quand vous cherchez l'information, on vous dit que nos banques sont en surliquidité. Mais dites-moi, quelle banque soutient des investissements économiques au Sénégal? Dites-le-moi. Allez-y demander aux chefs d'entreprise, aux PME, PMI, qui sont réellement accompagnés par les banques dans le cadre des investissements sur des projets structurants. Aucune banque ne le fait. Il y a des raisons, je ne vais pas débattre sur les raisons. On peut le faire ailleurs. Mais si on met de côté le gaz, on met de côté le pétrole, et on veut travailler sur nos ressources solaires, dites-moi, donnez-moi juste un nom, quel est le Sénégalais qui peut porter, quelle est l'entreprise sénégalaise qui peut porter un investissement sur une centrale solaire ou une centrale éolienne, ou qui peut faire des SMR, des Small Modular Reactors, dans le nucléaire pour nous produire une centrale qui nous donne de l'électricité. Dites-le-moi. Mais ça veut dire, dans toute chose aussi, il nous faut faire les analyses pour comprendre les enjeux. Mais les enjeux, c'est se positionner et gérer les externalités négatives. Donc, les amenuiser à leur portion congrue et en tirer le maximum de profit. Et ça me permet de dire que le thème exploitation optimale, on a bien choisi l'épithète optimale. Parce qu'on exploite, dans plusieurs pays du monde, on exploite, mais c'est quoi une exploitation optimale? C'est tirer l'intégralité des externalités positives et d'amenuiser les externalités négatives. Mais est-ce que dans ces projets-là, il y a des externalités positives? J'aurais bien aimé que Eliman me dise quelles sont les externalités positives. Parce qu'on va se parler, on va sortir, mais ceux qui découvrent le débat aujourd'hui ne sauront pas qu'il y a des externalités positives. Parce qu'on n'a parlé que des externalités négatives. Et le combat du gouvernement, c'est d'amenuiser les externalités négatives. Et le premier acte, c'est la transparence. Le premier acte, c'est la transparence dans l'attribution des titres, dans la signature des conventions, dans l'audit des coûts pétroliers et gaziers, dans le paiement des impôts, dans l'information à la population et dans la reddition des comptes, dans la redevabilité, mais dans l'accompagnement des populations qui sont impactées. Mais on pose énormément d'actes dans ce sens-là. Et si je dois... Alors, on me rappelle la course contre la montre que nous faisions à l'Assemblée nationale parce qu'on avait toujours 10 minutes et il fallait parler de 50 000 sujets devant des ministres. On apprenait à parler vite, à faire des synthèses rapides. Mais ça, tous les étudiants ont droit, en tout cas de Gaston Berger, savent le faire. Précis, concis et clair. Alors, je voudrais dire, par exemple, si je devais juste choisir quelques interpellations, parce que là, je peux revenir sur le contenu local, je peux revenir sur la présence des femmes, je peux revenir, mais je préfère peut-être très rapidement toucher à quelques interpellations ici. Alors, sur le fonds de péréquation, les collectivités locales. Moi, je pense avoir quitté ma municipalité au mois de juin. J'ai été maire. J'avais écrit à des entreprises qui sont dans les phosphates. Parce que j'étais maire de Thiès. J'ai écrit à des entreprises qui étaient dans l'environnement de ma municipalité. Elles n'ont jamais accusé réception de mes correspondances. Jamais. Alors,
qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vous avez bien dit, le ministère des Mines dit avoir fait toute la situation sur ces fonds-là et avoir envoyé au niveau du ministère des Finances et du Budget. Est-ce que vous avez entendu la communication du ministère des Finances et du Budget? Un État qui se surendette et qui le cache au peuple, qui s'endette sur les années à venir même pour gérer 2023. Donc un endettement sur des années qui ont largement dépassé pour le moment 2023 pour 2023. Vous leur dites, ok, voilà ce que nous avons emmené. La situation, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement tendue, malgré le fait que nous ayons envoyé toutes les informations jusqu'en 2023 pour faire la répartition. On a fait la répartition par collectivité. Nous avons fondamentalement l'espoir précis que toutes les démarches qui sont déroulées au niveau du ministère des Finances nous permettront d'aboutir, en tout cas pour le gouvernement qui vient d'arriver. Je précise bien, nous n'avons pas encore fait 5 ans. On vient de faire 5 mois. Pour ne pas qu'on se trompe. 5 mois. Et on l'assume totalement. Le travail est en train d'être fait par le ministère des Finances rigoureusement pour apporter toutes ces réponses sur ce point. On a... Alors, excusez-moi. On a parlé de la gestion des revenus.